Salam alaikum, chers élèves. Comme j'ai promis, on va traiter cet exercice. J'espère que cette vidéo vous rend service pour comprendre les étapes de la résolution de chaque question. Donc, on a commencé déjà la première question qui dit que si f, g1, g2 sont des sous-espaces vectoriels de E tels que f plus g1 égale f plus g2 égale E, alors g1 et g2 sont isomorphes. J'ai laissé une indication. Pensez à πk, la projection orthogonale de G de E sur GK parallèlement à G, parallèlement à F. Donc ici c'est F. Pour K appartenant à 1 et 2, ça veut dire qu'il faut considérer deux projections en fait. Il y a donc la projection Pi1 et la projection Pi2. Bon, peut-être qu'on va utiliser une seule, mais c'est bien de les citer toutes parce que on verra qu'ils sont liés par une relation ensembliste importante. Donc on va recommencer si vous voulez à faire cette question. Donc l'hypothèse, c'est que f, g, donc première question. L'hypothèse, c'est que f, g1, g2 sont des sous-espaces vectoriels de E, tels que donc f plus g1 est égal à f plus g2 égale E. Le problème, il faut montrer que g1 est isomorphe à g2. Donc je réserve ce symbole pour isomorphe par la suite. Donc il faut construire une application de G1 vers G2 qui soit linéaire et bijective. Donc l'indication nous propose de considérer de nommer donc les projections. Donc soit Pi2, la projection de E, on dit la projection de E sur G2 parallèlement à F. Alors cela veut dire que si X appartient à E, et X, selon la somme directe, si X est égal et X' plus Y, avec Y dans G2, et X' dans F, alors X' et Y sont uniques, en particulier Y est unique, alors on pose Y est égal pi de X. Vous voyez bien que Y appartient à G2, donc c'est la projection sur G2. Alors on sait que cette projection réalise ker de pi2 est égal à F, et image de pi2 est égal à G2. Alors tout comme pi1, donc je ne vais pas répéter, pi1 c'est la projection sur G1 parallèlement à F, donc on va avoir aussi ker de pi1 égale à F, image de pi1 égale G1. Finalement, je vous dis que les projections pi2 et pi1, ils vont de E vers E. Parce que il y a ceux qui croient que l'arrivée doit être G, G2. C'est vrai que toutes les images arrivent dans G2, mais un projecteur, toujours, il va de l'espace entier vers lui-même. Et de même, pi1, il va de E vers E. Donc, ils ne vont pas nous permettre de construire l'isomorphisme désiré, parce que l'isomorphisme désiré,
c'est juste de G1 vers G2. On va donc le construire. Donc, on va dire soit phi, on le nomme phi ou G, comme vous voulez, phi, qui va de G1 vers G2. Évidemment, ceux qui veulent prendre de G2 vers G1, ils peuvent le faire, mais le plus intuitif, c'est de prendre G1 vers G2, qui, à chaque X qui est dans G1, on lui associe phi de X. Mais X, il est dans G1, ça veut dire qu'il est dans E. Donc on a le droit de calculer phi 2 de X. L'essentiel, c'est que il arrive dans G2. Vous voyez donc, c'est bien une application. Et la linéarité n'est pas difficile. Donc on va démontrer la linéarité. Donc si on prend des vecteurs, donc X, Y, des vecteurs, de G1 bien sûr, parce qu'il va du G1, et lambda un scalaire, alors phi de X plus lambda Y, par définition c'est pi de X plus lambda Y, et pi 2 c'est un projecteur linéaire. Donc c'est pi 2 de X plus lambda pi 2 de Y, d'où phi de X plus lambda Y égale phi de X plus lambda phi de Y. Donc phi est linéaire. Phi est injective. Alors injective, quand vous avez une application linéaire, il faut démontrer l'injectivité par l'utilisation du noyau. Donc on prend un X dans le noyau, X appartient à Ker de phi. Tout de suite, ce X-là, qui est dans il est dans le départ, il appartient à G1. Et il vérifie phi de X égale à 0. Donc, pi de 2x égale à 0. Alors, pi de 2x égale à 0 veut dire que x, donc déjà x appartient à G1, et x appartient à Ker de pi 2. Ker de pi 2, c'est f. Donc, ce x-là, il appartient à G1 inter f. Mais G1 inter f, en vertu de la somme directe de G1 et f, que vous voyez ici, G1 plus f égale à E, l'intersection de G1 et f, c'est 0. Donc x égale à 0. Donc on a démontré que le noyau de phi est inclus dans 0. Or 0 est dans le noyau, d'où Ker de phi égale 0, et il est injectif. Phi est surjective. On va utiliser l'idée qui a été le fruit d'une discussion avec vos camarades en classe. Phi est surjective. Donc on va tout simplement calculer phi de G1. Alors phi de G1, il faut démontrer que phi de G1 est égal à G2. Alors astucieusement, si phi de, alors vous avez phi de G1, normalement puisque phi de x est égal à pi de x, on a le droit de dire que c'est pi 2 de G1. C'est pi 2 de G1. Par définition de phi, vous avez phi d'un vecteur, c'est pi 2 de ce vecteur. Donc quand je calcule phi de l'ensemble tout entier, c'est pi 2 de G1. Astucieusement, ça on va dire que c'est pi 2 de G1 plus F. Parce que F, c'est le noyau de pi 2. Donc quand je calcule pi 2 d'une somme d'un élément de G1 et d'un élément de F, celui de F, il va donner 0. Donc il reste pi 2 de l'élément de G1. Et encore, astucieusement, pi 2 de G1 plus F, c'est pi 2 de E. Parce qu'on a dit que, par hypothèse, que G1 plus F égale à E. Et pi de E, c'est l'image de pi 2. Ça, c'est l'image de pi 2, par définition. Mais l'image de pi 2, c'est G. C'est G2. Voilà. Donc, on était parti de G1. Voilà.
phi de G1. On arrive à G2, donc on a prouvé que phi de G1 égale G2, donc phi est surjective. Donc phi est bijective. Conclusion, on a bien G1 isomorphe à G2. Alors, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, que ce soit ceux de la vidéo ou sur WhatsApp. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la question 2. Alors, la question 2, F est un sous-espace vectoriel de E qui admet un supplémentaire G dans un justifie que M est indépendant de G. On dit que F est de codimension M, et on note M égale codim de F, on appelle hyperplan de E, un sous-espace vectoriel de codimension 1. Cette question, je n'ai rien à dire parce que c'est justement le contenu de la question 1. Donc, si il y a un supplémentaire de dimension M et on prend un autre supplémentaire, ils sont isomorphes d'après la question donc 1. Et du coup, puisqu'ils sont isomorphes et l'un d'entre eux de dimension M, alors l'autre est de dimension M. Donc, vous voyez que la question 1 a pour but de démontrer l'indépendance afin d'introduire la codimension dans le cas où G1 est de dimension finie. Faites attention parce que la codimension existe lorsqu'il y a un supplémentaire de dimension finie. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des sous-espaces qui ont une codimension et d'autres qui n'ont pas de codimension. Donc je me contente dans le 2 de vous donner des exemples de tels espaces qui n'ont pas de codimension et d'autres qui ont une codimension. Donc 2, c'est conséquence immédiate de 1. Si quelqu'un ne comprend pas, évidemment, il est dans les complémentaires. Je vous donne des exemples où la codimension n'existe pas et d'autres où il existe. Quand on prend par exemple R de X, on va prendre le sous-espace vectoriel des polynômes pairs, qu'on peut noter R de X au carré. En fait, un polynôme qui est pair, c'est toujours euh, un polynôme en X carré. Donc c'est pour cela qu'on adopte cette notation. Il est en somme directe avec celui des polynômes impairs qu'on note X R de X carré. En fait, c'est ça parce que quand vous prenez un polynôme impair, c'est toujours X multiplié par un polynôme pair. Vous voyez donc que R de X carré n'est pas de codimension finie parce que il admet un supplémentaire qui est de dimension infinie. Donc c'est dimension infinie. Parce que une base c'est 1, x, pardon c'est x, alors x au cube, x à la puissance 5, etc. Ça c'est une base des fonctions de polynomiales, des polynômes pairs. Pour les polynômes, des polynômes impairs, pour les polynômes pairs, vous avez donc une base, c'est 1, x au carré, x4, etc. Donc c'est une base infinie. Donc les deux sont de dimension infinie. Donc on peut dire que R de x carré, le sous-espace des fonctions polynômes pairs, n'est pas de codimension finie. Par contre, si je prends par exemple toujours R de x, alors c'est R2 de x, voilà, ou Rn de x en général, Rn de x, il est en somme directe avec alors quand vous prenez un polynôme, vous le décomposez, on a un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et puis le reste, ça va être un polynôme de la forme xn plus 1 fois q de x. Donc ça c'est xn plus 1, r de x. Voilà, donc quand vous prenez un polynôme p, vous écrivez comme ça, p de x est égal à 0,
plus a1x, etc., plus anxn. C'est possible d'avoir an égale 0, etc. De toute façon, le polynôme de degré inférieur ou égal à n. Alors le reste, ça va être quoi? Ça va être donc, je le mets en rouge, c'est an plus 1, xn plus 1, etc. Celui-là, on peut l'écrire comme ça, xn plus 1, facteur de an plus 1, plus an plus 2x, etc. Donc ici, c'est an plus 2, xn plus 2. Donc vous voyez que c'est écrit de façon unique comme ça. Donc on a bien cette somme directe. Et du coup, on peut dire que le sous-espace vectoriel euh, du polynôme de la forme xn plus 1 r de x, il admet une codimension. C'est-à-dire que sa codimension, c'est n plus 1. Donc ici, la dimension, c'est n plus 1. Donc il est de codimension n plus 1. Voilà. Donc ça illustre les deux cas. Le cas où la codimension existe et un cas où il n'existe pas. Voyons maintenant la troisième question. Donc il y a trois sous-questions. Donc on commence par 3A, que je vais copier. Ah, dommage, c'était pas bien fait. Donc je recopie la question 3A. Voilà. Alors il dit, sous H1 sous-espace vectoriel, montrer que H est un hyperplan si et seulement s'il existe une forme linéaire phi, telle que ker de phi égale H. Si vous remarquez, cette question a été donnée dans le devoir libre numéro 2. La différence, c'est que le devoir libre numéro 2 est traité la dimension finie. Donc on va la refaire ici en dimension quelconque. Donc on prend une forme linéaire non nulle dans un premier temps, donc soit phi, une forme linéaire non nulle. Une forme linéaire, c'est une application linéaire de E vers K. Normalement, on le note E étoile. Il s'appelle le dual, pour les gens qui ont vu ça. C'est le dual. Le dual, c'est L de E vers K égale E étoile. Il ne faut pas confondre avec E étoile moins 0. E étoile, c'est les applications linéaires. Donc, tel que phi est différent de 0. Alors, il faut démontrer que le noyau est un hyperplan. Bon, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'adopte la méthode, une méthode très intuitive qui dit que, puisque phi est différent de 0, on sait que image de phi est un sous-espace vectoriel de K, mais K n'a que deux sous-espaces vectoriels, soit 0, soit K. Ce sont les seuls. Et puisqu'il est non nul, donc, il est non nul, donc l'image de phi, c'est pas 0, c'est K. Alors tout simplement, vous prenez 1, il appartient à K, qui est égal à in de phi, donc il existe un vecteur, que je vais nommer x0, un vecteur qui appartient à E, tel que phi de x0 égale à 1. Alors, objectif, il faut démontrer que le noyau est un hyperplan, c'est-à-dire on prend un élément du noyau, euh, c'est-à-dire il faut montrer que le noyau admet un supplémentaire de dimension 1. Parce que hyperplan veut dire codimension 1, veut dire un supplémentaire de dimension 1. Donc, on prend un vecteur x dans E. Alors, phi de x, c'est un scalaire. C'est un scalaire, donc il appartient à K.
Donc, on va écrire phi de x égale phi de x fois 1. Et le 1, c'est phi de x0. Donc, c'est phi de x fois phi de x0. J'ai dit que ce phi de x là, c'est un scalaire, je peux le noter lambda. Donc, lambda fois phi de x0, par linéarité, ça va être phi de lambda x0. Du coup, on a démontré que phi de x est égal phi de lambda x0, c'est-à-dire phi de x, x0. Astucieusement, on fait la différence. Alors, on fait la différence, donc phi de x par linéarité moins phi de x, x0 égale 0. Et ça veut dire que ce vecteur est dans le noyau. Donc, x moins phi de x, x0 appartient à Ker de phi. Donc, il existe un vecteur h qui appartient à Ker de phi, tel que x moins phi de x fois x0 égale h. Cela veut dire que x est égal à h plus lambda x0. Avec lambda, c'est exactement phi de x. On a donc prouvé que tout vecteur s'écrit sous la forme h plus lambda x0. Donc, on a prouvé que E, l'espace tout entier, c'est ker de phi plus la droite engendrée par x0. Donc, il reste à montrer que l'intersection de ker de phi et cette droite égale à 0 pour démontrer que la somme est directe. On prend donc un vecteur x qui appartient à ker de phi inter kx0. Donc, d'une part, on va avoir phi de x égale 0, parce qu'il est dans le noyau, et il existe un mu appartenant à k tel que x est égal mu x0. Alors ce mu-là, il est forcément nul, parce que si mu est différent de 0, on aurait, x0 égale 1 sur mu x. Vous voyez donc que x, il réalise phi de x égale à 0, donc il est dans le noyau. Donc ça va être dans le noyau. Alors, x0 est dans le noyau, veut dire que phi de x0 égale 0, ce qui n'est pas le cas parce que la définition de x0, elle est en haut, et x0 est défini par la relation phi de x0 égale à 1. Bon, les élèves qui ne veulent pas utiliser 1, ils peuvent utiliser un x0 quelconque d'image différente de 0. Il faut juste savoir manipuler correctement pour arriver au résultat similaire. Mais moi j'ai pris 1 parce que c'est un cas intuitif, 1 c'est un cas particulier de scalaire non nul. Donc vous voyez que ça donne ce résultat-là. Donc l'absurde montre que la mu égale à 0, et puisque mu égale à 0, on remplace, on trouve que x égale 0, d'où x égale à 0. On a donc pris un x qui est dans l'intersection, qui est de phi inter kx0. On a prouvé que x égale à 0. Cela montre que cette intersection égale à 0. Et si on adjoint ça à ce qu'on a trouvé ici, que on a une somme, donc la conclusion, c'est ker de phi plus kx0 égale à E, et kx0 c'est une droite, donc c'est de dimension 1. Donc, ker de phi est de codimension 1. Donc c'est un hyperplan. Réciproquement,
Supposons que phi est une forme linéaire non nulle. Non, supposons que phi est une forme linéaire dont le noyau est un hyperplan. Et on va démontrer parce qu'on a démontré ici que toute forme linéaire, pour toute forme linéaire, le noyau de phi c'est un hyperplan. Donc on va prendre un hyperplan. Donc réciproquement, supposons que H est un hyperplan. Voilà, donc on va prendre un hyperplan. Supposons que H est un hyperplan de E. On va montrer qu'il existe une forme linéaire dont le noyau c'est H. Alors, la définition d'un hyperplan, alors il existe un vecteur x0 appartenant à E, tel que x0 est différent de 0, et H, de codimension 1, ça veut dire la somme directe avec la droite kx0 égale à E. Alors pour construire la forme linéaire, il faut aller vers la droite. On va nommer donc soit P la projection, soit P la projection de E, la projection de E sur K0, Kx0 sur cette droite-là, parallèlement à H. Donc, si X appartient à E, il existe un unique H, indice X, qui appartient à H, et il existe un unique Hx qui appartient à H, tel que ce X-là est égal Hx plus la projection en question de X. Mais cette projection, elle appartient à Kx0, donc il existe un unique lambda indice X qui appartient à K, tel que P de X est égal à lambda indice X fois X0. Ce lambda indice X qui est unique, c'est ce qu'on va nommer phi de X. Donc on pose phi de X égale lambda indice X, d'où on va avoir que notre vecteur X est égal à Hx plus phi de X qui multiplie X0. C'est ça qui définit donc la fonction phi, qui est une application de K et à valeur dans, qui est une application de E et à valeur dans K. Donc, quel que soit X qui appartient à E, vous avez phi de X appartient à K. La linéarité, donc si X, Y sont dans E, on va écrire X est égal à Hx plus phi de X fois X0. De même pour Y, c'est Hy plus phi de Y fois X0. Donc je prends lambda appartient à K, j'écris donc X plus lambda Y, c'est Hx plus lambda Hy plus phi de X plus lambda phi de Y fois X0. Alors, par unicité de cette écriture, l'écriture donc X est égal à Hx plus phi de X, X0, son unicité ici nous dit que cette quantité-là, c'est exactement phi de X plus lambda Y. Donc c'est phi de X plus lambda phi de Y. Alors pardon, la quantité, elle s'arrête ici. La quantité, c'est phi de X. Voilà, donc cette quantité-là, ça va être l'image de X plus lambda Y par phi. En effet, X plus lambda Y va s'écrire un vecteur de H, plus son image par phi, multiplié par X0, et ça c'est unique. On a ici un élément de H, on a bien ici un scalaire, donc par unicité,
on peut identifier celui-là à l'autre, donc ils sont égaux. D'où la linéarité de phi. De plus, on va démontrer que cœur de phi égale h. Donc si on prend un h qui appartient à h, on a h est égal h plus 0 est égal h plus 0 fois x0 par définition. Donc ce 0-là, c'est phi de h. Réciproquement, si x appartient à e et phi de x égale 0, alors on va avoir x est égal à hx, plus phi de x qui est 0 fois x0 est égal à hx appartient à h. Donc on a démontré que il y a double inclusion, donc h c'est cœur de phi. Maintenant, la question 3a est faite. 3b, elle dit de montrer que si phi et psi sont de forme linéaire sur un non nul, ils ont même noyau si seulement si ils sont proportionnels. C'est une question très classique. On va donc la traiter. Bien sûr, c'est une question qui peut, il se peut qu'elle soit donnée à part. Alors, il y a un sens qui est facile, plus facile que l'autre. Donc, si psi est égal alpha phi, alors, quel que soit x dans E, on a psi de x égale 0, équivalent alpha phi de x égale à 0, et comme alpha est différent de 0, ça c'est équivalent à phi de x égale à 0. Donc ils ont même noyau, donc ker de psi égale ker de phi. Alors la réciproque, supposons réciproquement que donc phi et psi sont des formes linéaires, non nulles, telles que h est égal ker de phi est égal ker de psi. Alors on écrit h plus k x0 est égal à e, avec x0 un vecteur non nul. On remarque que si x appartient à e, tel que x est égal à hx plus lambda indice x fois x0, on remarque que phi de x, c'est phi de hx qui est égal à 0, plus lambda indice x, phi de x0. Donc j'ai dit que ça c'est 0, donc phi de x est égal à lambda indice x fois phi de x0. De même, psi de x est égal à lambda indice x, psi de x0. Donc, en faisant le rapport, on va avoir psi de x divisé par phi de x est égal. Alors là, il y a un petit problème parce que lambda x égale à 0 ne permet pas de faire ce travail. Donc, si vous voulez éviter la division, tout simplement, on fait astucieusement que... Donc, on va éviter la division parce qu'on ne sait pas. Soit il faut discuter de cas, donc c'est un peu lourd. Donc, moi, je laisse ici, c'est lambda x. Et je fais la division, psi de x0 divisé par phi de x0. Maintenant, c'est légitime parce que le x0 n'appartient pas au noyau de phi. Voilà, parce que la somme directe, on a E est égale à h plus kx0, x0 différent de 0. Donc, le x0 n'est pas dans le noyau. Donc, j'ai le droit de diviser. Et justement, le lambda x, phi de x0,
apparaît ici, mais il faut multiplier donc ici, psi multiplié par phi de x0, voilà. Donc, on voit que lambda x, psi de x0 apparaît, ça va nous donner lambda x, phi de x0, qui multiplie, donc ici, psi de x0, donc attendez, parce que ce que je veux moi, c'est lambda x, psi de x0. Donc, je veux lambda x, psi de x0, je veux l'isoler, si vous voulez. Donc, pour l'isoler, j'utilise donc phi de x0, voilà, ça c'est psi, c'est ça, phi de x0, sur psi de x0, donc ici je me suis trompé, c'est psi, voilà, donc on a lambda psi de x, c'est lambda x psi de x0, c'est lambda x psi de x0, donc c'est phi, sur phi de x0, qui multiplie phi de x0. Alors moi je veux phi de x0, voilà. Donc je veux lambda x fois phi de x0. Donc j'efface ça. Ici c'est psi de x0. Donc ce que je veux, c'est lambda x phi de x0. Pour arriver donc à phi de x. Donc ça me donne égal psi de x0 sur phi de x0 qui multiplie donc lambda x phi de x0. Voilà. Alors, lambda x phi de x0, c'est exactement ça. Lambda x phi de x, c'est phi de x. Je nomme cette constante-là, je la nomme alpha. Donc ça c'est alpha. Donc posons alpha est égal psi de x0 sur phi de x0. Vous voyez que ça ne dépend pas de x, et ça dépend seulement de x0. On vient de prouver que psi est égal alpha fois phi. Voilà. Bien, parce que ça c'est phi de x0. Donc je peux dire ici que c'est alpha phi de x0. Alors, excusez-moi pour le dérangement, parce que j'ai tardé un peu ici. Mais l'idée c'est que vous avez psi de x, c'est lambda x, psi de x0, et vous voulez arriver à ça. Donc si vous voulez arriver à ça, il faut diviser par phi de x0 et multiplier par phi de x0. Une fois fait, vous isolez ce que vous voulez, et vous avez un rapport qui reste, donc à part, qui ne dépend pas de x, qui est une constante. Voilà, donc cette question est faite. Je regarde maintenant la question suivante. C'est petit c. Alors, je vais calquer cette question. Alors, cette question vraiment n'est pas évidente à faire si on n'a pas le corollaire, le lemme, si vous voulez, le lemme on vient de démontrer, ne sera pas facile à faire. Quand on a un hyperplomb qui est intercalé entre un hyperplomb et l'espace E, il n'a pas le choix, il prend soit H, soit E. Donc, H est un hyperplomb, H est un hyperplomb, et H' un sève, tel que H est inclus dans H' est inclus dans E. Alors, normalement, si tu veux démontrer H égale H' ou H' égale à E, tu dois supposer que H est différent de H'. Si H est différent de H', alors H' égale à E. Ça, c'est... D'ailleurs, logiquement, c'est l'implication, parce que l'implication, tu veux démontrer H égale à H' implique, ou H' égale à E, alors ça c'est la négation, parce que ça c'est la négation de H différent de H' ou H' égale E.
Et comme vous le savez, c'est P implique Q, non P au Q, c'est P. Donc c'est H différent de H' implique H' égale à E. Donc c'est la même chose. Cette implication, elle est équivalente à ce qu'on veut. Donc on va supposer que H est différent de H' et on va démontrer que H' égale à E. Alors comment on va faire? Bon, H est différent de H', implique il existe un B qui n'appartient pas à H, tel que B appartient à H'. Alors, oui, parce que normalement, j'ai pas démontré le début. J'ai pas démontré le début, soit H un hyperplan et B appartient à E, un vecteur, démontrer que E est égal à, si seulement si B n'appartient pas à H. J'ai pas encore fait ça, alors on va le faire après. Donc on suppose qu'on a fait ça, donc B n'appartient pas à H, B appartient à H', donc on va utiliser que B n'appartient pas à H, donc B n'appartient pas à H, veut dire que E égale H plus KB. Bien, mais on a H inclus dans H' et KB aussi. KB inclus dans H'. Pourquoi? Parce que on a dit que B est dans H'. Donc B dans H', c'est lui qui nous a donné KB inclus dans H'. H inclus dans H', c'est l'hypothèse. Puisque les deux, vous avez H et KB, sont inclus dans H', cette somme-là est incluse dans H'. Donc E est inclus dans H'. Mais H' c'est un CF de E, donc E égale H'. Voilà, donc c'est très important. Ce résultat-là, il est très important. Mais il est basé sur le lemme. Oui, le lemme, je ne l'ai pas démontré. Donc, c'est le moment de le démontrer. Donc, revenons au lemme. Donc, on prend H, un hyperplan de E. Donc, on va démontrer que, quel que soit B dans E, H plus KB est égal à E si et seulement si B n'appartient pas à H. On part de la définition. Donc H est un hyperplan. Donc c'est un sous-espace de codimension 1. Donc il existe un x0 qui appartient à E, bien sûr privé de 0, tel que H plus kx0 égale à E. Ça c'est la définition de l'hyperplan. Prenons un B qui n'appartient pas à H, tel que B n'appartient pas à H. Démontrons que H plus KB égale à E. Alors B appartient à E implique, d'après cette écriture-là, il existe un H, je nomme H1 appartenant à H, et un bêta qui appartient à K, tel que B est égal H1 plus bêta x0.
forcément, ce bêta est différent de 0. Parce que si bêta égale à 0, qu'est-ce que vous aurez? On aurait B égale H1. Et B égale H1, c'est pas possible parce que B n'appartient pas à H. Ceci, c'est impossible, car B n'appartient pas à H. Et puisque bêta est différent de 0, ça permet d'écrire que x0 égale 1 sur bêta B moins H1. Et vous voyez donc ça, il appartient donc à H plus qu'à B. Pourquoi? Parce que il s'écrit moins 1 sur bêta H1 qui est dans H, plus 1 sur bêta B qui est donc à B. Donc il est inclus dans H, il appartient à H plus qu'à B. Revenons maintenant à E. E, il est là, il est égal à H plus kx0. Donc on l'aurait écrit, E est égal à H plus kx0, mais x0, il appartient à H plus kb, donc ça c'est inclus, donc je laisse H plus kx0. Quand je multiplie le x0 par un certain lambda, il va rester dans H plus kb. Et bien sûr, ça, il est inclus dans H plus kb. Voilà. Donc, E est inclus, ça a déjà inclus dans E, d'où E égale H plus kb. Donc, le point fort ici, c'est bêta est différent de 0, qui a permis de faire une division afin d'exprimer dans cette formule-là le x0 en fonction de B et d'un élément de H. Donc on a démontré un sens, si B n'appartient pas à H, alors H plus KB. L'autre sens, réciproquement, alors si E est égal à H plus KB, forcément B n'appartient pas à H. Parce que si B appartient à H, alors E serait inclus dans H plus H, qui est égal à H, chose fausse. Pourquoi? Car on a déjà le x0 qui appartient à E et qui n'appartient pas à H. Bon, ici, il n'appartient pas à H, regardez cette somme, parce que s'il était dans H, il serait dans l'intersection de H et de kx0, donc il serait nul. Or, justement, le x0 est différent de 0. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a démontré maintenant? On a démontré que B n'appartient pas à H. Donc, si E égale H plus KB, alors forcément B n'appartient pas à H. Voilà, donc on arrive à la fin
quatrièmement, donc je vais copier toute la question 4. Ben, elle n'est pas longue. Alors la question A, 4A, c'est une question très abondante dans les épreuves. Il faut savoir la faire. F est un sous-espace vectoriel montrant que f bar, qui est l'adhérence, est un SEV. D'abord, f bar est non vide. Pourquoi? Parce qu'il contient f. Le cours nous dit que A est inclus dans A bar. Donc ici, vous avez f inclus dans f bar. Donc f bar est différent du vide. Maintenant, on va prendre x, y, deux vecteurs qui sont dans f bar. Et lambda, un scalaire. Il faut montrer que x plus lambda y appartient à f bar. Revenons à la caractérisation séquentielle de l'adhérence qu'on avait donnée la dernière fois. Donc vous avez x appartient à f bar. Alors il existe une suite xn, si vous voulez, à valeur dans f, telle que la limite de xn, quand n tend vers l'infini, égale x. De la même manière, pour y, de même, il existe yn, une suite à valeur dans f, telle que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de yn égale à y. On va prendre une nouvelle suite qui est Zn. Donc Zn, soit Zn. La suite, bon, on ne sait pas encore si elle est dans F. Donc la suite de En, définie par, quel que soit n appartenant à n, Zn égale xn plus lambda yn, bien sûr inspiré par x plus lambda y. Justement, puisqu'xn et yn sont dans F, et lambda dans K, et f est un SEV, donc f est un SEV de E, on a donc Zn appartient à F. Puis, d'après les opérations sur la linéarité de la limite, on a la limite, quand n tend vers l'infini, de Zn est égale à la limite, quand n tend vers l'infini, de xn plus lambda yn, est égal à x plus lambda y. On a donc démontré que l'élément x plus lambda y est limite d'une suite Zn à valeur dans f, d'où x plus lambda y appartiennent à f bar, qui est l'adhérence. Donc on a prouvé que f bar est un sous-espace vectoriel de E. Alors la déduction, un hyperplan, on prend un hyperplan, donc petit p soit h, un hyperplan de E. Alors, il est clair que h est inclus dans h bar, c'est le cours inclus dans E parce qu'on est dans E. Et d'après la question 3, on a donc h égale h bar, ou h bar égale E. H égale h bar veut dire h fermé. H bar égale E veut dire h dense. Voilà, donc un hyperplan d'un espace vectoriel normé, il est soit fermé, soit dense. Voilà, donc la vidéo est terminée. Évidemment, je me suis arrêté des fois longtemps, mais c'est pas grave pour vous. De toute façon, vous avez l'occasion de faire passer la vidéo comme vous voulez. Donc, je vous conseille de refaire l'exercice et de comprendre le sens. Bien sûr, de retenir le dernier résultat qui est important sur les hyperplans. On verra le lien avec la continuité. Et petite information, cet exercice figure dans la série
avec un surplus, parce que il figure avec le surplus sur la continuité, mais dans la série, il n'y a pas cette question-là, la question 1. Donc, si vous joignez cette question 1 à ce qui est dans le poly, je ne me rappelle pas de l'ID, vous allez avoir un problème complet sur les questions d'hyperplan et l'adhérence. Alors, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.